merci à Grégory Quesnay pour cette invitation et au Collège des Bernardins pour l'organisation de cette merveilleuse journée qui me permet de témoigner d'une certaine façon de toute mon admiration pour votre travail, pour ce grand ouvrage qui fait suite à un certain nombre de propositions que vous aviez déjà émises, cher Philippe Descola, sur la figuration et les procès de figuration, la question de l'agence des images. Et je dois dire, mon admiration va aussi à ce travail d'écriture qui est pour le lecteur que j'ai été récemment un merveilleux plaisir de suivre toute cette sensibilité que vous avez aux images, à la description de leur qualité, qui ne cesse de relancer en fait aussi l'intérêt du lecteur. Alors, par l'insertion de la fabrique des images dans les 4 régions de l'archipel ontologique, vous nous offrez, cher Philippe Descola, la possibilité de comprendre la variété des schèmes anthropologiques qui informent la configuration, les usages et les effets des artefacts figuratifs. Vous venez d'en faire la démonstration ce matin, la magistrale démonstration. Et les formes du visible en déploient non seulement toutes les potentialités, mais encore toutes les plus infimes subtilités. Mais en arpentant ces nouveaux continents, l'historien de l'art que je suis ne peut réprimer le surgissement d'une question. Si pour composer des mondes analogisme, animisme, naturalisme, totémisme, à Paris, chacun selon son propre mode, physicalité et intériorité, que se passe-t-il quand certains de ces modes d'identification s'entremêlent dans et par l'image ? Quelles peuvent être les conséquences d'une hybridation ontologique sur le plan de la figuration et de la perception ? Alors évitons tout malentendu, cette problématique de l'ajointement ou de l'entremêlement des répertoires iconiques s'est également posée à vous et vous l'avez très précisément affronté dans 2 chapitres des formes du visible. Votre ouvrage contient en effet 2 belles variations sur l'analyse de la répartition ontologique, l'une essentiellement consacrée au blason Tsimshian, et donc aux noces des ontologies animistes et totémistes, l'autre aux humeurs vagabondes des expériences abstraites au sein de l'ontologie naturaliste. Ces différentes formes d'hybridation s'expliquent selon vous soit par la coexistence historique de plusieurs régimes ontologiques au sein d'un même collectif, soit par une hybridation structurelle résultant d'un développement endogène diversifiant des possibilités contenues en germe dans l'ontologie initiale. Et par ces variations, vous montrez, et ce sont vos propres mots là encore, que la figuration est le champ par excellence où la liberté d'inférence donnée à ceux qui veulent la saisir, parce qu'elle est indemne des contraintes propositionnelles imposées par l'ordre du discours, permet d'incorporer dans des formes inédites des intuitions ontologiques qui tranchent sur celles que véhicule une esthétique dominante. C'est dans cette même perspective que je souhaiterais placer ma contribution à ce dialogue en proposant un bref, trop bref, bien sûr, parcours dans l'histoire de l'art de la Renaissance, afin d'ajouter quelques variations supplémentaires à celles que vous nous avez proposées. Et pour ce faire, je ne vais pas privilégier des cas limites ou marginaux, mais au contraire des œuvres constitutives de l'esthétique de la Renaissance et donc, dans une certaine mesure, de l'ontologie naturaliste. La Camera Picta, ou Chambre des époux d'Andrea Mantegna, la Pietà du Vatican de Michel-Ange, ou encore la Chambre d'Héliodore de Raphaël. Commençons par la Chambre des époux. Ce décor peint à fresque par Mantegna entre 1465 et 1474 est l'une des œuvres les plus emblématiques de la Renaissance italienne. Elle apparaît comme le type même de ce genre nouveau de peinture moderne, reposant tout à la fois sur le principe de la mimésis et sur une commensuration mathématique et optique, assimilant, selon la formule du dépictorat de Leon Battista Alberti, l'espace de la représentation à une fenêtre ouverte sur l'histoire. Qu'il s'agisse du traitement illusionniste de l'oculus, ici, de l'organisation géométrique de l'espace de la cour, de l'effet de présence des portraits de la famille Gonzague, de la fonction admonitrice de certains personnages impliquant par leurs gestes et leurs regards le spectateur, toutes ces caractéristiques appartiennent au nouveau schème figuratif naturaliste. Mais si cette identification moderne est bien perceptible ici, elle est aussi secrètement travaillée par une toute autre conception de la peinture. Une conception non pas fondée sur l'imitation de la nature telle qu'elle se donne à voir, l'imitation de la natura naturata, mais sur l'imitation de la nature parturiante, cette natura naturans qui offre un modèle processuel au peintre et qui fait de l'art une poétique analogue au mouvement de la physis. Pour le comprendre, il importe d'observer le décor dans ses détails, car Mantegna y détermine, par un jeu savant d'indices figuratifs et d'énoncés textuels, la nature de la représentation et la logique de son surgissement.
Le premier d'entre ces détails se trouve lové dans le pilastre qui est juste à droite, la plaque dédicatoire, que vous voyez alors ici. Pardon. Ici. Le pilastre se trouvant là. Mantegna a effectivement introduit son autoportrait sous la forme d'un visage placé au cœur d'un réseau ornemental composé de plantes. On reconnaît l'artiste grâce à ses certaines caractéristiques physiques, comme les rides du front et les cernes sous les yeux, mais aussi par comparaison avec l'autoportrait qu'il a introduit dans la présentation au temple de Berlin, que vous voyez ici à gauche. En greffant sa tête donc, aux circonvolutions de tiges, de feuilles et de fleurs d'acanthe, Mantegna fait certainement écho à l'origine mythique de l'ordre corinthien, tel que Vitruve en livre le récit. Le sculpteur Callimaque aurait créé cet ordre en voyant les entrelacements harmonieux et subtils d'une acanthe, d'un panier et d'une tuile placés sur la tombe d'une jeune fille à Corinthe. Mais par cette association invraisemblable, Mantegna semble également postuler une forme de continuité fantastique entre règne végétal et règne humain. Germination et production artistique auraient, contre toute attente, quelque chose à voir. Un autre détail, placé dans la partie basse du pilastre, bordant à gauche cette fois la plaque dédicatoire, me semble conforter cette idée. Mantegna y a représenté des rinceaux pourvus de racines, un peu comme si le développement ornemental puisait son origine dans la nature même. Mais il faut toutefois noter que ces racines ne sont pas ordonnées ici de manière symétrique, à l'inverse, donc, voilà, ici, voilà. À l'inverse du reste du développement végétal, celles-ci croissent et évoluent en toute liberté. Par cet écart de traitement, Mantegna marque une différence ontologique. D'un côté, il y a le végétal, dans un état de nature, pourrait-on dire, de l'autre, le végétal soumis à un ordonnancement artistique. Cette opposition entre une nature libre et une nature contrainte par l'artiste constitue, me semble-t-il, une sorte d'axiome. Si l'art s'enracine ou prend sa source dans le mouvement de la nature, il est un habitus factif, un savoir-faire proprement humain qui s'impose à la nature et la transforme. L'ingenium de l'artiste est dès lors ce qui distingue l'homme d'entre les êtres vivants, cette faculté lui permettant de mettre en ordre la matière en dehors de toute nécessité interne. La perspective est de fait ici clairement naturaliste. Mais est-ce véritablement tout? L'hybridation est-elle simplement le symptôme d'une imagination en acte marquant la supériorité humaine selon le modèle naturaliste? À mon sens, ce n'est pas le cas. En se plaçant à l'intérieur du réseau végétal, c'est-à-dire en étant solidaire des plantes, Mantegna fait de la vis generativa, de la germination ou de la poussée générative, une donnée constitutive de son art. C'est l'accroissement du végétal qui est pris comme modèle. L'homme et le végétal ne sont donc pas aussi différents que l'on pourrait l'imaginer. Il y a entre eux une forme d'analogie de moyens. Voisine de l'autoportrait, la plaque dédicatoire permet de préciser la logique de ce rapprochement. Voici ce que l'on peut y lire, directement ici traduit en français bien sûr. Pour l'illustrissime Ludovic, second marquis de Mantoue, prince le plus excellent et d'une loyauté inébranlable, et pour son épouse, l'illustrissime Barbara, gloire incomparable entre toutes les femmes, leur Andrea Mantegna de Padoue a parachevé cette subtile œuvre en leur honneur en l'an 1474. Si le décor peut faire honneur à Ludovic et Barbara, c'est, nous dit le peintre, parce qu'il a fait advenir une œuvre subtile, le terme ténoué ici désigne cette qualité de l'œuvre, au terme d'un processus artistique. Et pour qualifier la nature de ce processus, Mantegna emploie un verbe bien particulier qui est le verbe latin absolvere, sous sa forme conjuguée absolvit. D'usage relativement rare, ce verbe signifie parachever, compléter, parfaire, dégager ou accomplir. Il renvoie donc au travail par lequel l'œuvre surgit. Le préfixe latin ab agrège à la racine verbale solvere une indication de déplacement, un écart qui introduit l'idée d'un mouvement. Or, ce terme n'est pas inédit dans le champ de la théorie de l'art. Alberti l'emploie justement vers 1440 dans son De Statua, traité souvent oublié dans le corpus albertien, lorsqu'il réfère l'origine de l'art au désir de parachever des formes inchoatives trouvées dans la nature. Je cite ici Alberti, « Je pense que les arts de ceux qui entreprennent d'exprimer dans leur ouvrage les figures et images à la ressemblance des corps créés par la nature naquirent de ceci. À partir d'un tronc, d'une motte de terre ou d'autres corps bruts de cette sorte, il devait parfois distinguer quelques lignes avec lesquelles, moyennant très peu de changements, il produisait quelque chose de très ressemblant au vrai visage de la nature.
Donc, les considérant et les relevant mentalement, ils se mirent avec soin à faire tentatives et efforts pour voir s'ils pouvaient y ajouter ou supprimer quelque chose et parachever, absolvedamque, ce qui semblait manquer pour que fût recueilli et détaché le véritable aspect de l'image. Cette idée d'un art calqué sur le mouvement de la nature, Alberti l'a très certainement emprunté au livre 2 de la physique d'Aristote. Le Stagirite écrit en effet « L'art, dans certains cas, parachève ce que la nature n'a pas la puissance d'accomplir, dans d'autres cas, il l'imite. » Emboîtant le pas d'Aristote et d'Alberti, son relais, Mantegna me semble donc situer son modèle du côté d'une mimésis de l'engendrement plutôt que de celui d'une imitation des aspects. Mais ce n'est pas tout. Outre la fiction d'une hybridation homme-végétal permettant de mettre l'accent sur la germination et le mouvement, Mantegna signale également son adhésion au paradigme aristotélicien de l'engendrement et du parachèvement, en associant la date 1474, celle donc visible sur la plaque dédicatoire, à une date cachée dans le faux marbre de l'embrasure de la fenêtre, qui se trouve donc ici. On peut lire donc au cœur des ondulations chromatiques du marbre la date 16 juin 1465. Or, cette date, comme l'indiquent plusieurs documents d'archives, correspond au début des travaux. Elle permet en conséquence de mesurer l'étendue du chantier. 9 années. Il aura fallu 9 années de labeur pour que Mantegna fasse advenir en 1474 ce qui fait justement honneur au couple princier et ce qui nous est donné aujourd'hui de contempler. En plaçant l'origine de son geste dans un pan de marbre, Mantegna désigne tout le mouvement nécessaire pour passer d'un réservoir de couleurs encore informe, le marbre en attente d'être agi, à un monde recomposé, un monde où minéraux, plantes, animaux et hommes vivent ensemble. La métamorphose de la matière prise dans l'épaisseur temporelle donne à voir le temps secret de la peinture. Et en dévoilant ce principe par l'entrelacement des règnes minéral, végétal et humain, Mantegna suggère au spectateur de regarder attentivement son travail, un travail qui est analogue donc à celui de la nature, c'est-à-dire une mise en mouvement de la matière. Il l'invite à se rapprocher afin d'observer la métamorphose en cours et à découvrir que ces fresques grouillent littéralement de transformation, de changement, de mélange, de passage d'un règne à l'autre, de l'animal à l'humain, de l'humain au minéral, de l'humain au végétal. Et il peut alors constater, par exemple, que le paysage recouvrant toute la paroi dite de la rencontre, je vous montre ici un détail, n'est pas un monde figé, mais qu'il fourmille de petits êtres reconfigurant, comme une représentation très concrète du travail de l'artiste sur la matière, les plaines, les montagnes et les villes qui s'offrent à la contemplation. Mantegna organise par ses jeux visuels une porosité entre les étangs pour mieux dire cette communauté entre art et nature qui caractérise encore le monde prémoderne. S'il y a donc à ce propos une conséquence, ou la possibilité d'une conséquence, c'est qu'il y aurait un modèle pour l'art dans la germination et dans le mouvement qu'il se situe. Dans ce pouvoir métamorphique de la physis qui voue les êtres et les autres étangs, comme les produits de l'art, au devenir. À l'examen de cette petite fiction, pour ainsi dire, pensée naturaliste et logique analogiste semble bien s'entremêler pour gouverner tout à la fois le mode de production du décor, ce que l'on pourrait appeler sa poétique, et la manière dont il faudrait en faire l'expérience. Mais s'agit-il, et c'est une question véritable, d'une fiction ou d'une profession de foi? Mantegna tisse-t-il un réseau analogique pour faire œuvre poétique, ou bien témoigne-t-il d'une certaine façon de penser la continuité entre les êtres et les choses à l'aube du grand partage naturaliste? Je laisse cette question en suspens pour poursuivre avec un cas qui nous permettra de voir de quelle façon les modes de perception des images peuvent parfois s'entremêler. Ce deuxième cas, c'est la très fameuse Pietà de Michel-Ange. Contre toute attente peut-être. Et c'est une anecdote à son propos qui va nous offrir un nouveau point de réflexion. Dans une lettre non datée, mais vraisemblablement rédigée entre les années 1550 et 1568, un correspondant non identifié de Giorgio Vasari livre à l'auteur des vies de peintres, de sculpteurs et d'architectes une explication pour la présence de la signature placée sur le buste de la Vierge et que vous voyez ici. Je rappelle qu'il s'agit de la seule œuvre signée par l'artiste, Michelangelus Buonarrotus Florentinus Faciebat, avec certaines lettres manquantes. Voici ce que dit la lettre. Mon très magnifique Seigneur, je vous écris ces quelques souvenirs comme vous me l'avez demandé, en pensant que vous saurez non seulement tirer la rose d'entre les épines, mais encore identifier le vrai et percevoir ce qui mérite d'être rapporté parmi toutes ces choses.
Ainsi, je dis que Michel-Ange ayant fait la Pietà, une grande foule alla la voir. Un jour que Michel-Ange s'y rendit aussi, il entendit dire « Qui a fait cette œuvre ?» Et un autre répondit « C'est notre Gobetto da Parina qui l'a faite. » Et Michel-Ange resta silencieux. Mais la nuit suivante, il se cacha dans l'église avec une petite lumière et quelques outils et inscrivit son nom. Une nonne, qui se trouvait dans la salle voisine, pensant que quelqu'un souhaitait porter atteinte à la figure, se mit à crier. Mais voyant ensuite la vérité, c'est-à-dire qu'il s'agissait de Michel-Ange, elle le remercia vivement pour avoir fait un si beau compagnon. Le Christ étant l'époux de toutes les nonnes, comme on le sait. Et elle demanda alors qu'il lui donne un peu de cette plaie que notre Seigneur porte sur le côté. Ému par tant de dévotion, il ôta quelques morceaux et poussières de marbre de la statue et lui donna. Pour le remercier, celle-ci fit une omelette et il la mangea sur place durant la nuit. Et cela est la raison de ces lettres que chacun reconnaît comme ayant été faites la nuit et presque dans le noir, car elles ne sont pas achevées. À la lecture de ce témoignage, on observe que pour la moniale, le marbre prélevé sur la sculpture n'est pas d'abord une part de l'art de Michel-Ange, même s'il reconnaît la beauté de l'œuvre, mais une sorte de relique du Christ. Sa dévotion va d'ailleurs à la présentification du Christ et non à la représentation exécutée par le sculpteur. Pour saisir ce glissement, il faut se souvenir que le désir de la nonne, celui d'obtenir un résidu de la plaie de Jésus, découle très directement de certaines pratiques mystiques, notamment celle de sainte Catherine de Sienne, qui imaginait pouvoir se nourrir du sang s'écoulant du flanc du Christ. Alors, je vous montre ici, à titre d'exemple, une représentation peinte par Francesco Vanni et figurant l'expérience de sainte Catherine, cette expérience mystique. Dans une certaine mesure, par sa réaction, la moniale évoquée dans la lettre semble suivre le chemin de sainte Catherine. Comme elle souhaite boire directement à la plaie du Christ. Mais il y a plus. Le prélèvement de matière effectué sur la Pietà fait également écho à d'autres actes dévotionnels courants à l'époque. Je songe en particulier à la réalisation de graffitis sur les images religieuses pour obtenir la protection des saints. Les dévots et les pèlerins, comme ici dans la basilique de San Zeno à Vérone, avaient pour habitude d'inscrire leur nom, voire une prière, dans la matière picturale. Sur cette représentation de la Vierge à l'enfant, on trouve un graffiti placé sur le côté gauche de la poitrine de Marie. Le 24 janvier 1460, Andrea de Mantoue est mort. L'entaille indique que le scripteur a souhaité inscrire le nom d'un proche en un lieu bien spécifique du corps figuré de la Vierge, son cœur. Et cela parce que l'image n'est pas à ses yeux une simple représentation, mais une médiation, un transitus, vers le personnage saint. L'inscription touche ainsi une parcelle terrestre de la réalité céleste du corps de Marie, du cœur de Marie et du corps. Le cœur étant le siège de la compassion, le scripteur pouvait de la sorte recommander l'âme du mort à celle qui était appelée porta cieli, porte du ciel ou porte du paradis. En d'autres termes, cette inscription permettait aux dévots de se rapprocher du saint, de pénétrer, pour ainsi dire, le corps de son image, pour se tenir au plus près du pouvoir qui lui était imputé, du saint ou de la Vierge en l'espèce. Revenons-en à Michel-Ange. Si pour la moniale, la poudre de marbre est assimilable à une relique du Christ, à l'inverse, pour le correspondant de Vasari, et certainement pour Vasari lui-même, cette assimilation rend surtout compte d'un transfert de la sacralité du signifié, le Christ, vers le signifiant, la sculpture qui le porte à la visibilité. Croyant recueillir un peu de matière du corps figuré du Christ, la moniale sacralise du même geste l'art de Michel-Ange. Là encore, nous nous trouvons devant un entrelacement des régimes ontologiques, une même figuration pouvant générer et satisfaire plusieurs modes d'identification. Ce qui me laisse croire que, loin d'assister à la Renaissance au basculement d'un régime des images vers un régime de l'art, comme l'a suggéré Hans Belting dans Bild und Kult, ces deux régimes spécifiques coexistent et s'entremêlent durant un certain temps. Pour preuve encore, cette fresque de Vasari représentant Saint Luc peignant la Vierge, laquelle a suscité des réactions tout à fait analogues à la Pietà de Michel-Ange. Peinte dans la chapelle de Saint Luc à la Santissima Annunziata de Florence, la représentation est couverte de graffitis d'artistes. C'est un détail. Ces inscriptions sont tout à la fois les signes d'une reconnaissance de l'art, se déployant dans et par la représentation, et les traces d'une dévotion au culte de Saint Luc, une dévotion à Saint Luc, le saint patron des peintres. Parmi ces graffitis, on distingue d'ailleurs celui d'un artiste non identifié qui a inscrit sa prière sur le chevalet de Saint Luc. Voilà, la prière se trouvant ici. Saint Luc, ora pro nobis. Saint Luc, prie pour nous.
Cette prière est adressée au saint afin qu'il porte ces mots jusqu'à la Vierge. Et là encore, on perçoit très concrètement la porosité entre différents régimes ontologiques d'une même image. Cette dernière est tout à la fois le réceptacle d'une inscription temporelle et d'une inscription spirituelle. Car tout en inscrivant leur présence au sein de ce panthéon de l'art, où sont ensevelis notamment des artistes aussi illustres que Pontormo ou Cellini, les artistes graffiteurs s'en remettent également à la présentification du saint pour entrer en contact avec les sphères célestes. Cette remarque me porte vers ma conclusion, et le dernier exemple que je souhaitais évoquer, la chambre d'Héliodore de Raphaël. Dans les marges de ce grand décor peint entre 1511 et 1514, plusieurs artistes des XVIIe et XVIIIe siècles ont eux aussi inscrit leur nom au plus près de l'œuvre vénérée. On trouve en effet sur la cheminée placée sous Héliodore chassé du temple pas moins de 66 patronymes gravés dans le marbre. On trouve notamment les noms de Poussin, tout de même, Taraval, Vandelot, Rosa, Guillard, Bonamy, Beillarger, etc. Des dizaines d'artistes ont donc laissé une trace de leur passage dans ce lieu pour prouver, en une certaine façon, qu'ils avaient une connaissance détaillée de l'œuvre de Raphaël, une connaissance notamment liée à leur activité de copiste. Par exemple, le peintre et architecte québécois François Beillarger fait partie de ces artistes qui ont tout à la fois inscrit leur nom sur la cheminée et légué à la postérité des études d'après les figures du maître, comme ici Héliodore. Ces marques donc, élèvent la chambre d'Héliodore au rang de monument artistique, reconnaissent sa monumentalité artistique. Nous avons là une explication donc moderne des graffitis. Mais la nature matérielle de ces inscriptions est-elle seulement le signe d'une conscience historique, la conscience d'une place occupée par tel ou tel peintre à l'intérieur d'une histoire de l'art en train de s'écrire? N'est-elle pas aussi le symptôme d'une dévotion à l'art, d'une dévotion reposant sur le glissement d'une pratique religieuse vers une pratique artistique? Ou pour le dire autrement, le graffiti n'instaurerait-il pas une contiguïté plastique entre les signes permettant de créer, par-delà l'écart temporel qui les sépare, une continuité surnaturelle entre les corps et les œuvres? Si l'on en juge par la pratique des graffitis dévotionnels mentionnés précédemment, ou encore par le rite auquel se prêtaient volontiers les jeunes peintres de l'Académie de Saint-Luc à Rome au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, lorsqu'ils venaient toucher une fois l'an le crâne de Raphaël avec leur pinceau pour en capter la virtus, cette hypothèse n'est peut-être pas aussi fragile qu'on pourrait le penser de prime abord. Une survivance des pratiques anciennes, disons analogistes, ont certainement informé ces usages modernes. Voici donc, au terme de ce bref parcours, quelques hybridations ontologiques pouvant s'ajouter aux variations exposées dans les formes divisibles, du moins j'espère qu'elles semblent pouvoir s'ajouter à celles que vous avez déjà étudiées. Si j'ai choisi d'évoquer ces quelques cas d'instabilité ontologique, de fluidité ontologique, ce n'est pas, on l'aura compris, pour m'opposer à la répartition anthropologique de la figuration telle que vous nous la proposez dans votre maître livre. Bien au contraire, si je les ai choisis, c'est parce qu'ils témoignent chacun d'une nécessaire distinction, justement, anthropologique, pour comprendre la variété des formes iconiques, la pluralité de leur fabrique et de leurs usages. Mais ces exemples montrent aussi que l'histoire, ou mieux l'anthropologie historique, constitue une voie complémentaire à l'intérieur de ce système contrapontique pour saisir la fluidité constitutive des images. L'anthropologie offre la structure, l'histoire, une partie de ces variations, une partie seulement de ces variations, des infléchissements et des intensifications. Face à l'étude donc, des 4 continents ontologiques, c'est donc équipé d'une boussole, des termes qui reviennent, arpenteur, boussole, je voyais par rapport à ce que vous disiez précédemment, Estelle. Donc il faut être équipé d'une boussole, mais aussi d'une montre, qui me semble, à titre tout à fait personnel, d'utiliser, d'employer pour pérégriner à l'intérieur de ces continents. La carte a été dressée, il importerait, ou il importera, pour l'historien de l'art que je suis, d'observer la façon dont quelques-unes de ces frontières internes ont parfois été redessinées.